Une poterie ancienne est une capsule temporelle magnétique. John Shaw a appris à en extraire une mesure précise de l'intensité du champ magnétique de son époque. Comme la roche volcanique, l'argile contient de la magnétite qui la rend très légèrement aimantée. L'intérêt, c'est la phase de cuisson. L'argile est soumise à l'intense chaleur du four, dont la température détruit toute aimantation. Puis, en refroidissant, l'argile est réaimantée par le champ magnétique ambiant. Chaque poterie contient l'enregistrement du champ magnétique terrestre au moment et à l'endroit où elle a été cuite. Prenons par exemple cette poterie qui vient du Pérou. Elle a refroidi après cuisson dans le champ magnétique terrestre ambiant et a été aimantée. Bien entendu, si le champ est très intense, la poterie sera fortement aimantée. Et si le champ est très faible, la poterie sera faiblement aimantée. En étudiant des poteries de la préhistoire jusqu'à nos jours, John a découvert combien le champ magnétique avait changé au cours des derniers siècles. En faisant la synthèse des résultats, on obtient ceci. De légers changements autour de 12 000 ans, une légère croissance, puis un rapide déclin jusqu'à nos jours. La variation est plus importante depuis 300 ans qu'au cours des derniers 5000 ans. Le champ intense devient un champ faible, et cela très rapidement. En 300 ans, le champ a perdu 10%. Si l'accélération continue, le champ aura disparu dans quelques siècles. La Terre aura-t-elle le même sort que Mars? La réponse ne peut se trouver qu'à un endroit. L'inaccessible zone où le champ magnétique est généré, son noyau. Mais, ne pouvant y accéder, le professeur Dan Lathrop et ses étudiants jouent avec le feu, essayant de reproduire le noyau terrestre dans leur labo. Ils veulent trouver ce qui maintient le champ magnétique et ce qui pourrait entraîner sa disparition. Ils reproduisent le liquide du noyau avec du sodium, plus facile à faire fondre que le fer. C'est une opération dangereuse. Le sodium à température ambiante est un métal très mou. Et quand on le chauffe à environ 90 degrés, il devient liquide et on commence les expériences. Mais le labo devient dangereux. Si on met du sodium avec de l'eau, ça fait des explosions et des rejets brûlants. Vous voyez ici une sphère qui contient environ 110 kg de sodium. L'expérience consiste à faire tourner cette sphère de la même manière que la Terre et mesurer le champ magnétique qu'elle génère en propre. Ils essaient de créer une dynamo électromagnétique autonome, car ils pensent que la Terre en est une. Les scientifiques expliquent comment le noyau génère le champ magnétique en se basant sur la relation magnétisme-électricité et sur le fait que les courants électriques produisent des champs magnétiques. Au départ, il n'y a pas de courant électrique dans la bobine. La limaille de fer tombe au fond. Mais si on envoie du courant, vous pouvez voir la limaille s'aligner avec le champ magnétique produit par le courant dans la bobine. Ce seraient donc bien les courants contenus dans la partie liquide du noyau terrestre qui donneraient naissance au champ magnétique. Mais qu'est-ce qui donne naissance aux courants électriques? C'est là que ça devient complexe. Selon les scientifiques, de même que les courants électriques produisent le champ magnétique produit les courants électriques. Le secret, c'est que le métal liquide du noyau est en mouvement constant.
Avec un conducteur en mouvement et un champ magnétique, les courants s'établissent à l'intérieur du conducteur. Dans la Terre, le conducteur en mouvement, ce sont des milliards de tonnes de fer en fusion. Mais le résultat peut être expliqué simplement. Si je fais bouger ce conducteur en présence du champ magnétique terrestre, ça donne naissance à des courants. Ces courants, à leur tour, donnent naissance à des champs magnétiques. C'est une étrange boucle qui se met en place dans le noyau terrestre. Un peu de champ magnétique couplé au mouvement du liquide donne naissance à des courants circulant dans le noyau. Ces courants produisent plus de champs magnétiques qui produit plus de courants, etc. C'est cette boucle qui peut être à l'origine du champ magnétique. Si ça marche dans la Terre, ça devrait marcher au laboratoire. En théorie, il faut juste un peu de champ magnétique pour démarrer tout le processus. On ne sait pas bien ce qui a démarré le champ magnétique terrestre, mais Dan utilise un gros électroaimant. On applique un large champ magnétique au sodium qui est dans la sphère. Et vous pouvez constater la force du champ quand on active les aimants. Regardez comme la chaîne est attirée. Ça peut démagnétiser des tas de cartes de crédit. Si la théorie de la dynamo électromagnétique est exacte, le champ généré par le noyau miniature sera plus fort que le champ de départ. Le magnétisme s'intensifiant rapidement grâce au mouvement du sodium liquide. Dan n'y est pas encore arrivé, mais il a découvert ce qui peut entraîner le déclin du champ magnétique d'une planète. Nos différentes expériences ont montré que le liquide en mouvement est essentiel à la naissance du champ magnétique. Alors si le noyau refroidissait au point de solidifier le fer liquide, la dynamo s'arrêterait, faute de mouvement. C'est peut-être pourquoi Mars a perdu son champ magnétique si tôt. Comme Mars est plus petite, elle a refroidi plus rapidement que ne le ferait la Terre. Il est très probable que Mars soit simplement devenue trop froide pour activer sa dynamo. Peut-être que le liquide du noyau a gelé à un moment donné. Mais ce qui est arrivé à Mars arrivera un jour à la Terre. Le noyau terrestre refroidit très lentement, d'environ 25 degrés par milliard d'années. Alors un jour il gèlera et la dynamo s'arrêtera. Heureusement pour nous, le noyau terrestre est encore très loin de geler. Le champ magnétique de la Terre est là depuis au moins 2 milliards d'années. S'il a duré si longtemps, c'est parce qu'il puise son énergie dans la chaleur héritée du noyau lors de sa formation. La Terre pourra donc garder son champ magnétique pendant encore des milliards et des milliards d'années. Avec suffisamment de chaleur en réserve pour faire marcher la dynamo pendant encore des milliards d'années, ce n'est pas un manque d'énergie qui provoque la disparition de notre bouclier magnétique. Un autre processus doit être en marche, très loin, sous nos pieds. La clé de ce processus se trouve peut-être sur une chaîne d'îles volcaniques au milieu du Pacifique. Ici, l'enregistrement magnétique ne remonte pas à des milliers, mais des millions d'années. Et il indique que nous n'allons pas vers un déclin graduel du champ magnétique terrestre, mais vers un bouleversement spectaculaire.
À Hawaï, où la chaleur qui entraîne la dynamo magnétique du noyau remonte à la surface. Ce qu'on a découvert ici pourrait expliquer pourquoi notre champ magnétique diminue si vite. Depuis plusieurs années, le volcan Kilauea est en éruption permanente. Des scientifiques du Centre de recherche géologique américain échantillonnent la lave pour surveiller le volcan. Elle se solidifie assez rapidement. Mais le géophysicien Mike Fuller s'intéresse à la lave pour une autre raison. Ce qu'elle révèle sur le champ magnétique. Tout commence quand la lave arrive dans l'eau. Vous pouvez voir les coulées volcaniques qui sont arrivées jusqu'ici. La plupart du temps en tube de lave. Maintenant, on commence à la voir aller dans l'eau et former la toute nouvelle partie de la chaîne hawaïenne. Lorsque la lave arrive dans l'eau, elle se refroidit évidemment très rapidement. Et une chose merveilleuse se produit. La lave enregistre le champ magnétique de la Terre. Une fois solidifiées et refroidies, ces roches volcaniques gardent la trace du champ magnétique actuel. Mais les volcans d'Hawaï sont en activité depuis des millions d'années, formant les îles. Chaque coulée de lave garde la trace du champ magnétique au moment de l'éruption. L'archipel hawaïen constitue donc une chronique du magnétisme terrestre remontant jusqu'à 5,5 millions d'années. Elle montre qu'il y a eu de nombreuses fluctuations de l'intensité du champ, mais ce n'est pas le plus important. Quand la lave refroidit, la magnétite qu'elle contient agit comme une microscopique aiguille de boussole, indiquant non seulement l'intensité du champ, mais aussi sa direction. Actuellement, les courants magnétiques vont du sud vers le nord. C'est pourquoi les aiguilles des boussoles indiquent le pôle nord. Les laves récentes sont donc aimantées en direction du nord. Mais en étudiant des laves plus anciennes, les scientifiques font une découverte extraordinaire. En remontant d'environ 700 000 ans, on observe un phénomène incroyable. Soudain, les roches sont aimantées à l'envers. Au lieu d'être aimantées vers le nord comme aujourd'hui, elles le sont vers le sud. Il y a 780 000 ans, les laves hawaïennes ont dû refroidir dans un champ magnétique ambiant orienté vers le sud. Exactement le contraire d'aujourd'hui. Ce qui implique qu'à un moment donné, le champ magnétique de notre planète s'est inversé. Modifiant totalement la direction des courants magnétiques. Les gens ont eu du mal à accepter l'idée que le champ s'inverse effectivement. Il a fallu 50 ans pour arriver à les en convaincre. Mais on a réussi à le prouver grâce au travail effectué sur cette île. Parce qu'en allant encore plus profond, on observe que tous les 200 000 ans, la polarité change à ce rythme. En étudiant des échantillons de lave de plus en plus vieux, les scientifiques observent de plus en plus d'inversions. Tous les 200 000 ans. C'est devenu une évidence que le champ s'inversait effectivement. Mais si le champ s'est inversé tant de fois par le passé, il le fera encore. L'inversion du champ magnétique terrestre est un phénomène extraordinaire, mais ce processus est assez commun. La dernière inversion s'est produite il y a 780